Bonjour tout le monde, je me présente d'abord, je suis Dr Ben Satal, je suis maître assistante en psychiatrie, je travaille à l'hôpital central de l'armée. Notre cours d'aujourd'hui, dans l'intitulé, est la schizophrénie. D'abord, on va définir la schizophrénie. La schizophrénie est une affection psychiatrique fréquente et complexe, généralement sévère, hétérogène et d'évolution prolongée et invalidante. Ce qui la rend, c'est une pathologie chronique. Donc, c'est une psychose chronique avec une symptomatologie variable d'un patient à l'autre. Donc, ce n'est pas le même tableau clinique chez tous les patients. Donc, on peut trouver un tableau clinique chez un patient qui n'est pas forcément le même chez un autre. La schizophrénie a été définie par Bleuler en 1911 comme une dissociation des fonctions psychiques avec une perte de l'unité de la personnalité et sentiment de perte de l'intégrité corporelle avec une rupture de contact avec la réalité. Ça veut dire quoi? Déjà, il y a l'être humain, on a le corps et il y a l'unité psychique. L'unité psychique, c'est quoi? Cette intégrité entre entre les émotions, la cognition et le comportement. Quand il y a une perte de ce lien entre l'émotion et la cognition, quand je dis cognition, ça veut dire les idées et le comportement, on appelle ça, c'est la schizophrénie. Qui veut dire en grec, schizo, scission, phrène, ça veut dire l'esprit. Donc, c'est une scission de l'esprit qui a été proposée toujours par Eugène Bleuler en 1911. On va aborder un petit aperçu historique. En fait, la psychiatrie, c'est une pathologie psychiatrique, c'est vrai chronique, mais qui a été décrite par plusieurs psychiatres. Parmi les psychiatres, on a le psychiatre Aimé Kreplin, qui est le premier en 1898, qui a fait la distinction entre la démence précoce, qui a été décrite 5 ans avant par Bénédicte Augustin Morel, et les autres formes de folie. En fait, la psychose, ça a englobé toutes les psychoses, y compris la schizophrénie et les troubles bipolaires. Avec Émile Kraepelin, avec ce psychiatre et ses travaux, donc il a fait la distinction entre la démence précoce, qui était la schizophrénie, on l'appelait la démence précoce, et les troubles de l'humeur ou bien les troubles maniaco-dépressifs. Après, en 1911, Eugène Bleuler, qui a créé le terme schizophrénie, comme j'ai déjà cité, donc qui veut dire de grec esprit scindé ou bien scission de l'esprit, pour désigner ces malades. Cette altération serait due à une scission des fonctions psychiques ou dissociation se traduisant au niveau de la clinique par le syndrome de discordance. Donc, sur le plan clinique, on a le syndrome de discordance qui a été décrit par Chasselin en 1912. Après, l'élimination de sous-types classiques de la schizophrénie, qui sont la schizophrénie désorganisée, catatonique, indifférenciée, paranoïde, dans la dernière version DSM-5, je vais vous en parler après de ces sous-types et l'élimination avec le DSM-5. Concernant l'épidémiologie de la schizophrénie, c'est un trouble fréquent et ubiquitaire, donc avec une prévalence qui est estimée à 1% de la population, et la répartition dans le monde est homogène, donc n'épargne aucun lieu géographique et aucune culture. Elle est présente dans tous les pays et dans tous les milieux sociaux. Donc c'est une maladie, comme j'ai déjà cité, fréquente et n'épargne aucun pays. Voilà. Donc avec l'âge du début généralement inférieur à 30 ans, en général entre 15 ans et 25 ans, ils ont noté un autre pic d'incidence, surtout chez les femmes, à l'âge de 45 ans, entre l'âge de 45 ans et l'âge de 50 ans. Leur éthiopathogénie est multifactorielle. En fait, vous allez me poser la question, c'est quoi la cause? On a l'habitude d'attribuer chaque maladie à une cause, mais en fait, en psychiatrie, surtout pour la schizophrénie, il n'y a pas de cause. En fait, c'est l'ensemble de facteurs qui fait l'apparition de cette maladie. Donc, l'éthiopathogénie, elle est multifactorielle. On a les facteurs génétiques, les facteurs neurobiologiques, les facteurs socio-environnementaux. Voilà. Donc, voilà. Et concernant la surmortalité des patients schizophrènes, est deux fois plus que la population générale. En généralement, c'est des morts
par suicide, par des causes naturelles, par des accidents, par la prise de toxiques et certains facteurs de troubles tels que la sédentarité, la surcharge pondérale, les dyslipidémies, les troubles de la déglutition, les troubles de la glycémie, le tabagisme, les addictions, mais aussi en rapport avec une moindre accessibilité aux soins. Des fois, il y a une partie des patients qui n'ont pas une accessibilité aux soins. Voilà. Ce qui augmente leur, comment dirais-je, leur surmortalité. En arrivant à la partie la plus importante de ce cours, qui est la clinique. Et vous, autant que généraliste, Inch'Allah, futur généraliste, vous êtes censé de connaître la clinique de la schizophrénie. Et ça pour rendre la prise en charge de ces patients précoces et ça facilite parce que la précocité de la prise en charge, la précocité de poser le diagnostic, ça améliore le pronostic de la maladie. Voilà. Et sachant que la schizophrénie peut être caractérisée par différentes phases évolutives. Et le début de cette maladie, il peut se manifester par plusieurs tableaux cliniques. C'est pour ça, au début, à l'introduction, je vous ai parlé de la schizophrénie en tant que maladie hétérogène, qu'elle est variable d'un patient à un autre, ce qui rend le diagnostic difficile à poser, vu cette diversité de tableaux cliniques. Parmi les formes de début, on a les formes de début brutales, qui peuvent se manifester par une bouffée délirante aiguë polymorphe. C'est quoi la bouffée délirante aiguë polymorphe? C'est le trouble psychotique aigu et transitoire. Avant, dans la psychiatrie classique ou la psychiatrie française, on appelait ça la bouffée délirante aiguë. Et maintenant, avec le DSM, on appelle ça le trouble psychotique aigu ou bien bref et transitoire. C'est quoi? C'est une forme où on a un délire, il y a l'éclosion de délire, le patient qui devient délirant, qui verbalise un délire polymorphe dans ses thèmes avec des mécanismes. Et parfois, on a une participation thymique, donc avec une note thymique. C'est quoi la participation thymique? Que le patient, il vit ça avec excitation ou bien avec dépression. Et s'accompagne même avec une angoisse, une anxiété. Et ça, cette bouffée délirante ou bien ce trouble psychotique aigu, il peut être la porte vers la schizophrénie ou bien le mode d'entrée dans la schizophrénie. Des fois, on a des bouffées délirantes entrecoupées par des intervalles libres. Ça veut dire quoi? Le patient présente une bouffée délirante ou bien un trouble psychotique. Bref, et il peut reprendre son fonctionnement normal et après, il présente un autre trouble psychotique. Bref, et après, il rentre dans la chronicité. Ça, c'est parmi les formes de début. On a une autre forme, soit qui est la manie ou bien la dépression. C'est quoi la manie? C'est des patients qui présentent des tableaux thymiques. Ça veut dire quoi? Soit ils présentent une dépression, un épisode dépressif, ou bien un épisode maniaque. Mais cet épisode dépressif ou bien cet épisode maniaque qui est atypique. Ça veut dire quoi atypique? Il y a quelques critères qui ne correspondent pas au tableau maniaque ou bien au tableau dépressif. Par exemple, un dépressif qui a des idées suicidaires, mais ces idées suicidaires qui sont bizarres, qui ne sont pas congruents à sa dépression. Voilà. Donc, par exemple, il a une froideur affective, une dépression avec une froideur affective. Des fois, il y a une incohérence, il y a de l'agressivité. Ça, ce qui rend la manie, l'épisode maniaque ou bien l'épisode dépressif atypique et ça peut être un mode d'entrée vers la schizophrénie. Des fois, on a des patients, une autre forme de début, des patients qui présentent des fugues. C'est quoi une fugue? Ça veut dire qu'ils quittent le domicile familial sans destination bien précise. Donc, ni avec motivation. Donc, des fois, on trouve des motivations bizarres, des fugues sous-tendues par une activité délirante ou bien par une activité hallucinatoire. Et ça, toujours, on est dans les modes d'entrée vers la schizophrénie. Des fois, c'est des patients qu'on les voit dans le cadre d'expertise pénale, suite à des actes médico-légaux, donc suite à des actes délictueux,
par exemple, un meurtre. Donc, on a une meurtre, par exemple, dans une famille, et sachant que cette personne n'est pas connue comme malade ou bien il n'y a pas de motivation, du jour au lendemain, le patient qui a commis cet acte, donc, et après, on le voit dans le cadre d'expertise pénale, donc on trouve des fois, c'est des modes d'entrée, qui cet acte était sous-tendu toujours par son activité délirante ou bien par une activité hallucinatoire. Des fois, on a des automutilations. Toujours, c'est quoi une automutilation? Ça veut dire le patient euh, qui, par exemple, à titre d'exemple, c'est des patients qui s'automutilent, voilà, qui se blessent, mais sans aucune motivation. Et ça nous fait toujours penser à un mode d'entrée dans la schizophrénie. Deux fois, on a carrément des cas de suicide et on ne retrouve aucune motivation compréhensible, mais qui peut s'expliquer par l'envahissement angoissant des changements intérieurs. Voilà. Maintenant, on passe aux formes à début progressif. Yani, on passe de début à début progressif. Parmi les formes à début progressif, le fléchissement scolaire. Donc, en général, on note une baisse de rendement intellectuel sans qu'il y ait un contexte familial explicatif. Des fois, on a des modifications des croyances. Donc, c'est des personnes qui, de jour au lendemain, ou bien progressivement, qui s'intéressent aux activités ésotériques avec un engouement, par exemple à la magie, aux activités occultes, ésotériques, et qui pouvaient s'accompagner parfois à l'adhésion à une secte. Des fois, on a des croyances à des phénomènes surnaturels. Une autre forme de début progressif, il y a une modification de l'affectivité. Donc, c'est des patients qui sont plus dans l'isolement, l'opposition, avec un discours digressif, avec des présentations bizarres, avec agressivité. Et une autre forme, on a les troubles des conduites. C'est des patients qui présentent des addictions, une anorexie, errance pathologique. Et ce qui fait de ces addictions, ou bien de cette anorexie, ou de cette errance pathologique, ou bien un trouble qui t'oriente plus vers la schizophrénie, le caractère immotivé est étrange. Il y a un caractère immotivé et l'étrangeté de ces conduites. Une autre forme à début progressif, à des débuts progressifs s'ajoutent d'autres formes, par exemple de troubles, les formes pseudonévrotiques. Par exemple, elles ont en commun la pauvreté de contact avec l'entourage, le sentiment de vide et d'indifférence avec l'entourage, l'inquiétude démesurée vis-à-vis des situations sans importance. Voilà. Donc, s'il y a une inquiétude démesurée sans qu'il y ait une situation à grande importance, c'est ça ce qui fait de ces formes bizarres, si je peux appeler ça, et étranges, et qui nous orientent plus vers la schizophrénie. On a les formes hypochondriaques et dysmorphophobiques. Souvent, c'est des plaintes stéréotypées, peu sensibles à la réassurance, sont infiltrées de rationalisme morbide, et le contact reste distant avec un comportement qui est souvent bizarre, avec un sentiment de modification corporelle. Donc, c'est des patients, par exemple, hypochondriaques, qui sont dans des plaintes somatiques, mais stéréotypées. Chaque fois, il revient avec les mêmes plaintes et qui n'est pas ou peu sensible à la réassurance. Et des fois, c'est des patients qui te présentent, qui présentent des dysmorphophobies avec, qui te dit que mon corps a changé, que je me sens plus le même. Même, il peut te donner une explication pseudo-scientifique, ce qu'on appelle un rationalisme morbide chez le schizophrène, ce qui n'est pas pathognomonique chez le schizophrène. Il peut te donner une explication pseudo-scientifique, mais qui t'oriente plus vers la schizophrénie. On arrive maintenant à la phase d'état de la schizophrénie. En fait, la phase d'état de la schizophrénie, là où on peut poser le diagnostic.
comme je vous ai déjà cité, que aux formes de début, le diagnostic reste difficile à faire, vu la diversité de tableaux cliniques. Mais sachant, même des fois en phase d'état, le diagnostic est difficile, vu la diversité toujours des symptômes cliniques. Mais néanmoins, cette phase d'état, ça englobe trois dimensions. Pour poser le diagnostic, on a trois dimensions. On a la dimension positive, la dimension négative et la dimension désorganisée. C'est vrai, c'est jamais on trouve un tableau clinique complet. Voilà. Donc, la dimension, on va commencer par la dimension positive ou bien la dimension psychotique où on a une distorsion de la réalité. Ça veut dire quoi une distorsion de la réalité? Ou bien ça se manifeste par quoi cette distorsion de la réalité? Par les symptômes qui sont le délire et les hallucinations. En fait, il y a une rupture avec la réalité. Il y a une rupture avec la réalité. On va voir ça dans le délire. Qu'est-ce que c'est le délire? Le délire, c'est un trouble de contenu de la pensée, c'est un trouble de la croyance où le patient il va avoir des idées fausses et erronées qui n'est pas partagé par tout le groupe socioculturel, qui n'est partagé que par la personne elle-même. Donc la personne, elle va avoir ses idées et elle va adhérer à ses idées et ce qu'on appelle en schizophrénie le délire paranoïde. Donc, ça aussi, délire paranoïde, ça correspond à la dissociation psychique. N'oubliez pas, comme je vous ai déjà défini la schizophrénie, il y a une dissociation, il y a une scission, d'accord? Il y a une scission, il y a une perte de l'unité psychique. Et cette unité psychique, quand il y a une perte de cette unité, on va voir ça sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel ou bien affectif et sur le plan comportemental. Donc, cette dissociation psychique sur le plan intellectuel va se manifester par ce délire paranoïde. Comment il est ce délire paranoïde? Sûrement, il doit avoir des caractéristiques. Donc, on doit retracer, ou bien on doit retracer ces caractéristiques, qui est en général un délire flou, peu structuré, plus ou moins riche au début et qui s'appauvrit dans le temps avec une participation affective marquée par la froideur et le détachement. Donc, c'est un délire qui est vécu avec une froideur et même avec un détachement. En général, c'est un délire qui est chronique, donc dans l'évolution qui dépasse les 6 mois, avec des modes d'apparition qui peut être aigus, comme on a vu dans la bouffie délirante aiguë, ou bien l'épisode psychotique aigu, ou bien subaigu, avec une installation qui est sourde. Voilà. Donc, ce délire, il a des caractéristiques. Parmi les caractéristiques, il a un thème et des mécanismes. Quels sont les thèmes de ce délire? Parmi les thèmes, on a le thème de la persécution. La persécution, c'est le thème principal et le plus fréquent. C'est quoi la persécution? En fait, c'est des patients qui s'imaginent qu'il y a des personnes qui les regardent ou qui les croisent dans la rue. Par exemple, ils sont là pour l'espionner, pour le surveiller, pour lui faire de mal. C'est ça la persécution. Donc, c'est des patients qui se sentent surveillés, persécutés, en danger ou croient que la télévision lui envoie des messages. D'accord? Donc, c'est de la persécution. Et on a un autre thème, c'est le thème de mégalomanie ou bien de la grandeur. Donc, c'est des patients qui sont convaincus d'avoir des pouvoirs, de tout faire, de tout réussir. Un autre thème, c'est le thème mystico-religieux, qu'ils ont des missions divines. Par exemple, et des patients qui vous disent je suis le Messie, يعني المهدي المنتظر. Des fois, sont le prophète, des fois, sont Jésus, qui ont des missions divines à accomplir. Des fois, on a des thèmes, par exemple, d'influence qui sont convaincus, qui sont sous l'influence d'une force étrangère et d'une force
des forces voilà, étrangères qui commandent et leurs actes, voilà. Donc, parmi les autres thèmes, pardon, les thèmes de référence. C'est quoi la référence? C'est une conviction délirante que les événements survenant autour de soi, par exemple l'actualité, les décisions politiques, la météo, les sorties de films, sont en référence directe au contenu émotionnel et psychique de l'instant ou qu'ils s'adressent électivement à soi. Donc, c'est lui le centre de ces événements et de ces situations. Voilà, c'est ça la référence. On a d'autres thèmes, par exemple la dépersonnalisation ou bien le syndrome de dépersonnalisation et déréalisation et la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quoi? C'est l'impression que toute ou une partie de son corps est étrangère, inhabituelle. Même il vous dit que quand je me regarde dans le miroir, je vois que mon visage qui change de forme, qui n'est plus le même. Voilà. Des fois, on a ce qu'on appelle le signe de miroir. Des fois, on a trouble de l'identité sexuelle et peut inclure un trouble de la reconnaissance de soi où le sujet passe de longs moments devant, par exemple, devant la glace. On a l'autre syndrome, la dépersonnalisation. Il y a une altération globale de la perception de soi où le corps paraît totalement étranger, dévitalisé. Un autre syndrome, la déréalisation, on a une altération de la perception de l'environnement qui paraît alors irréel, onirique, hostile et étrange. Si je peux vous donner un exemple sur la déréalisation, ça nous est déjà arrivé de passer la nuit chez la famille ou bien chez un ami. Donc le lendemain, quand on se réveille, au réveil, à un moment donné, on se sent, on n'arrive pas à connaître où est-ce qu'on est. Ce petit moment, ce qu'on appelle la déréalisation. Donc, pour élaborer ce délire, il faut qu'il y ait des mécanismes. Parmi les mécanismes qui participent à l'élaboration délirante, on a l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est quoi? C'est un raisonnement faux qui a pour point de départ une sensation réelle ou un fait exact auquel est donnée une signification erronée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un malade se sent fatigué, pense qu'on lui a inoculé un virus. C'est vrai que la sensation de fatigue, elle est là, elle est présente, mais regardez l'interprétation, le sens qu'il a donné le patient qu'on lui a inoculé un virus, ce qu'on appelle une interprétation endogène. Ou bien un malade, après avoir été bousculé dans le métro, pense qu'il s'agit d'un avertissement. Voilà, ce qu'on appelle une interprétation exogène. Un autre mécanisme, l'intuition, ou bien le mécanisme intuitif. Le mécanisme intuitif, il n'est jamais seul, comme on peut l'avoir seul. C'est un mécanisme qui est rarement isolé. C'est la connaissance intuitive qui s'impose au sujet comme une évidence soudaine et immédiate, sans justification logique. Je vais vous donner un exemple. J'ai compris tout à coup que j'étais le Fils de Dieu. C'est ça, comme ça. Vous allez lui demander comment vous avez su que vous êtes le Fils de Dieu. Il va vous dire, j'ai compris tout à coup. C'est une idée qui est là et j'ai su que je suis le Fils de Dieu avec toujours une conviction. Il est convaincu qu'il est le Fils de Dieu. On a notre mécanisme qui est le mécanisme imaginatif ou fabulation. C'est un enrichissement de délire par des éléments issus de l'imagination du sujet, volontiers, extravagant ou fantaisiste. Par exemple, l'intervention des personnages mystérieux. Un autre mécanisme, on a l'illusion. Il s'agit de déformation de la perception d'un objet réel, pouvant affecter tous les sens. Exemple, un patient croit entendre son enfant pleurer en entendant des cris à la télévision. On peut aussi observer des variations quantitatives des perceptions, par exemple l'atonie ou au contraire une hyperesthésie. Voilà. Un autre mécanisme qui est le mécanisme hallucinatoire ou bien les hallucinations.
avec une prédominance des hallucinations acoustiques ou verbales. D'abord, c'est quoi une hallucination? Ce sont des fausses perceptions qui surviennent en l'absence du stimulus extérieur. Comme l'a défini Henriet, c'est la perception sans objet à percevoir. Donc, il n'y a pas l'objet à percevoir, mais on perçoit. Voilà. Donc, on distingue, on a des hallucinations. J'arrive euh, sur ça dans le deuxième, quand je vais entamer les hallucinations comme symptômes positifs. Donc, on a des hallucinations par rapport aux 5 organes de sens et on a les hallucinations intrapsychiques. Et on a un autre mécanisme qui est l'automatisme mental, qui est tout un syndrome hallucinatoire. Et ce délire, il a une structure. D'abord, d'accord? Donc, la systématisation ou bien la structure du délire, elle est floue, elle est mal systématisée. C'est un délire qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est flou et il est mal systématisé. Mais le patient, il adhère à ce délire. L'addition, elle est totale et parfois fluctuante, mais avec des moments de critique. Donc, mais en général, on a une adhésion totale, une adhésion inébranlable. Donc, c'est une conviction inébranlable. Inébranlable, pardon. C'est une conviction inébranlable. La participation et ce délire, il est vécu avec une participation affective. Euh, Parfois, elle est pauvre, inadaptée, quand on a une dissociation majeure, un détachement. Parfois, elle est intense dans les schizophrénies à forte composante chimique ou le trouble schizoaffectif ou bien hallucinatoire. Des fois, on a une participation euh, qui est affective où on ressent de l'angoisse qui est très intense et notamment des manifestations de dépersonnalisation, de déréalisation, mais souvent euh, est vécu intérieurement, euh, pouvant mener à des actes auto- ou hétéro-agressifs. Voilà. Donc, tellement il y a une forte charge d'angoisse, des fois on a des passages à l'acte auto ou bien hétéro-agressif. Voilà. Le deuxième symptôme de la dimension positive qui est les hallucinations. Sachant que les hallucinations sont plus fréquentes que les idées délirantes. Je vous ai déjà défini c'est quoi l'hallucination. Selon Ré, c'est la perception d'un objet non à percevoir. On a deux types d'hallucinations. On a les hallucinations psychosensorielles et les hallucinations psychiques. Les hallucinations psychosensorielles, c'est par rapport aux 5 organes de sens. Donc, on a les hallucinations auditives ou bien acoustico-verbales, les hallucinations visuelles, les hallucinations synesthésiques, les hallucinations olfactives et les hallucinations gustatives. Les hallucinations acoustico-verbales sont le patient il va vous dire j'entends des voix qui peuvent être familières et identifiables, par exemple la voix d'un voisin ou bien la voix d'un membre de la famille, parfois la voix de Dieu, parfois la voix du diable ou bien d'une célébrité. Et le contenu, le plus souvent, il est désagréable, péjoratif, effrayant, menaçant et obscène. Des fois, les patients ils vont vous dire que j'entends des obscénités, des menaces, c'est une voix qui me menace, c'est une voix qui m'ordonne, d'accord? Et des fois, on entend des voix qui conversent entre elles. Il va vous dire, j'entends des hommes ou bien des femmes ou un groupe qui parlent entre elles. Donc, c'est des voix qui parlent entre elles, parlant au sujet ou bien du sujet troisième personne, commentant les actes et les pensées et donne des ordres aux patients. Voilà. Et des fois, c'est pas aussi simple que facile que le patient va vous verbaliser cette activité hallucinatoire. Des fois, on va noter des attitudes qui témoignent de cette activité hallucinatoire durant notre examen. Donc, c'est des patients qui présentent des attitudes d'écoute. Comme si elle est là avec toi, mais à un moment donné, il fait comme s'il écoute, il écoute ou bien il est en train d'entendre une voix ou bien un interlocuteur qui n'est pas présent. Donc, durant l'entretien, on a une suspension de la parole, négligence de l'environnement. Des fois, le patient
exprime une peur, ou bien un amusement, ou bien l'effet de la surprise. Des fois même, on peut avoir une conversation à voix haute avec des interlocuteurs invisibles, sont autant des comportements qui sont hallucinatoires qu'on peuvent l'être des stratégies, enfin des fois des stratégies destinées à éviter d'entendre. Donc, des fois, le patient, il essaye de boucher les oreilles ou bien de régler la musique et la télévision à haut volume, pardon, pour ne pas les écouter. Voilà, pour ne pas écouter ces voix ou bien ces hallucinations. La deuxième dimension de la schizophrénie, c'est la dimension négative. Cette dimension réunit l'ensemble des signes qui traduisent un appauvrissement de la vie psychique. Ça veut dire quoi? Dans cette dimension, on a des symptômes, ce qu'on appelle des symptômes négatifs, qui peuvent s'observer ou bien peuvent être notés sur l'expression émotionnelle, donc dans le domaine de l'affectivité, par un détachement, une indifférence, une froideur, un émoussement affectif qui est fréquent et très évocateur, une anédonie schizophrénique et qui touche essentiellement les relations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire l'émoussement des affects? C'est quoi l'émoussement des affects? On note une absence ou une diminution des changements d'expression en rapport avec le contenu du discours. Le sujet paraît détaché, indifférent, il donne une impression de froideur. L'anédonie, le malade présente peu de centres d'intérêt, peu d'activités ou de hobbies. Il peut présenter une diminution des intérêts sexuels ou de plaisir correspondants. Donc l'anédonie, il n'éprouve aucun plaisir par rapport aux activités antérieurement investies. Voilà. Et le discours est alors laconique, avec un contenu pauvre et manque de mobilité. Il peut être ce discours fait de stéréotypés, répétitifs et qui laisse apparaître une persévération. Donc les réponses sont retardées, sont peu informatives et même durant le discours de patient, on peut observer un barrage, donc qui correspond à une interruption brusque du discours. Et cette interruption brusque du discours, ça peut durer quelques secondes à une minute et par la suite, il peut reprendre le patient sur le même sujet ou bien il passe à un autre sujet. C'est ça le barrage. Ou bien un fading. C'est le fading qui désigne un simple ralentissement du débit verbal. Donc, c'est comme la radio, on diminue le volume. C'est ça le fading. Donc, le patient, il parle à un certain débit verbal. Après, il commence à diminuer ce débit verbal comme une radio qu'on va l'éteindre. Voilà, le son d'une radio qu'on va l'éteindre. Et tous ces deux semblent traduire une possibilité de suspension ou d'arrêt imprévisible et inexpliqué de la pensée. D'autres symptômes négatifs, c'est l'associabilité. Donc, l'associabilité se caractérise par la vie relationnelle qui est pauvre. Donc, le sujet investit moins la relation à l'autre, bien qu'il puisse en être très dépendant. Donc, il ne manifeste pas ou peu d'affection pour ses proches, même si il en est très dépendant. Il ne cherche pas le contact d'autrui. Il n'établit pas de lien ni superficiel ni intime. Son isolement va souvent croissant avec les années. Un autre symptôme, l'allogie, qui est la diminution de l'expressivité verbale. Donc, on aura la pauvreté du discours et des réponses brèves, non élaborées, avec parfois des barrages, des fadings, et avec augmentation du temps de latence des réponses. Donc, des patients qui mettent beaucoup de temps pour répondre. Un autre symptôme, l'avolition, qui est la diminution de la motivation, et avec négligence corporo-vestimentaire, le sujet n'a pas d'initiative motrice, une réduction marquée de l'activité avec l'incurie. Donc, c'est des patients qui négligent leur hygiène, leur présentation et leur habillement. Troisième dimension de la schizophrénie, de la clinique de la schizophrénie, c'est la dimension désorganisation. Donc, de désorganisation.
Elle est marquée par des comportements bizarres. Donc, la façon de s'habiller, elle est inhabituelle, des comportements inappropriés, des comportements bizarres par rapport aux normes sociales en cours, hostilité imprévisible, détachement, des conduites sexuelles inattendues, de désinhibition, d'exhibition peuvent frapper par leur crudité. On a des fois des comportements répétitifs ou stéréotypés, un trouble de la pensée formelle non déficitaire, donc caractérisé par relâchement des associations. Donc, c'est un discours qui fait de réponses des sauts de coq à l'âne, une tangentialité, discours circonlocutoire, digressif. Des fois, on a une logorée, donc avec association par assonance, des troubles de l'attention, des affects inappropriés, pardon, l'affect exprimé est inapproprié ou incongru et non simplement pauvre ou émoussé, et une pauvreté du contenu du discours. Le langage tend à être vague, souvent trop abstrait ou concret, répétitif ou stéréotypé. En fait, la dimension de désorganisation se caractérise par une incapacité à construire un comportement et elle comporte des troubles de la pensée et aussi de la fictivité. Il y a d'autres symptômes qui font partie de la clinique en phase d'état de la schizophrénie, sachant que ces symptômes sont difficiles à inclure dans l'une de ces trois dimensions déjà décrites, donc la dimension positive, la dimension négative et la dimension des organisations, et que l'évolution de la schizophrénie est émaillée de symptômes, parfois de véritables symptômes timiques. Donc, on peut avoir des symptômes dépressifs ou des symptômes maniaques, d'excitation psychomotrice, plus ou moins continue. Ce qu'on appelle la dépression post-psychotique ou le syndrome dépressif complet, survenant alors que la symptomatologie schizophrénique est très atténuée ou lors d'une phase résiduelle qui toucherait 25% des sujets et les TS sont alors fréquentes. Donc, on a des schizophrènes qui présentent en forme, dans la phase atténuée ou bien résiduelle, des symptômes dépressifs avec des idées suicidaires et des fois on a même passage à l'acte autodestructeur ou bien des tentatives de suicide. On peut avoir des troubles de sommeil qui sont peu spécifiques et souvent en relation avec les autres symptômes pathologiques, comme une insomnie prolongée, une inversion de rythme nocturne, sont souvent rencontrés. Des conduites alimentaires bizarres, expliquées par des convictions délirantes, hyperphagie, plus ou moins liées aux médicaments et au mode de vie, peuvent retentir sur l'état physique de patient. Donc, pour poser le diagnostic positif de la schizophrénie, donc le diagnostic se repose sur une association de symptômes de la dimension positive et ou de la dimension négative et ou de la dimension des organisations, plus une évolution chronique qui dépasse les 6 mois, plus un retentissement sur le fonctionnement individuel et à l'exclusion d'autres étiologies, notamment organiques. Donc, pour retenir le diagnostic de schizophrénie, il faut bien avant éliminer un problème organique et un problème toxique. Et sachant que le diagnostic critériologique se fait selon le DSM-5, qui est le manuel statistique des troubles mentaux. Donc, pour le DSM-5, on a des critères. Pour le critère 1, on a la présence de ou plus des symptômes suivants qui ont été présents une partie significative de temps pendant une période d'1 mois. Au moins, c'est traité avec succès. Au moins, l'un d'entre eux doit être donc les idées délirantes, les hallucinations, le discours désorganisé, des comportements excessivement désorganisés ou catatoniques ou bien des symptômes négatifs, c'est-à-dire expression émotionnelle diminuée ou bien abolition. Donc, si on a 2 ou plusieurs symptômes à l'examen, retenus sur qui étaient présents pendant au moins une période d'1 mois,
leur présence était pendant au moins un mois et que ce début qui dépasse les 6 mois. Voilà. Critère DSM, on a le critère B qui est le dysfonctionnement social ou des activités, qui explique le retentissement de la maladie sur la vie sociale de patients et sur ses activités. Le critère C, des signes permanents de la perturbation qui persiste au moins 6 mois, dont au moins un mois des symptômes du critère A. Le critère D, exclusion d'un trouble schizoaffectif et d'un trouble de l'humeur. Et le critère E, l'exclusion d'une affection médicale générale ou bien une affection due à une substance psychoactive. On va passer aux formes cliniques classiques de la schizophrénie. En fait, ces formes cliniques dans la psychiatrie française qui étaient décrites, mais avec le DSM-5, ces formes ont été éliminées et on est dans la classification ou bien dans la classification dimensionnelle. Voilà. Comme je vous ai déjà cité, dans les dimensions positives, la dimension négative et des distorsions. Mais néanmoins, c'est important que vous connaissiez les formes cliniques classiques de la schizophrénie, sachant parmi les formes cliniques, on a la schizophrénie paranoïde. Qu'est-ce que ça veut dire paranoïde? Qui est la forme la plus fréquente, avec une prédominance de délire paranoïde, avec un syndrome dissociatif au second plan, qui débute autour de trentaine, peut évoluer par poussée ou d'une seule tenue. La deuxième forme, c'est la forme épiphrénique, qui le début est souvent insidieux, avec un syndrome dissociatif majeur, délirant pauvre, peu ou pas productif, qui débute généralement avant 20 ans, et le pronostic est sombre. Voilà. Donc, dans l'épiphrénie, on a plus de syndrome dissociatif majeur et avec un pronostic sombre. Et la troisième forme, c'est la schizophrénie indifférenciée, qui correspond à la description typique de la schizophrénie, sans qu'un champ symptomatique prédomine sur l'autre. Donc, on trouve les trois dimensions sans qu'il y ait une prédominance d'une dimension. Une autre forme clinique, c'est la schizophrénie catatonique, où on a une prédominance de syndrome catatonique qui est rare de nos jours, généralement résistante aux traitements médicamenteux et indication à un traitement par électroconvulsivothérapie. Une autre forme, l'hypoïdophrénie, qui est caractérisée par l'importance de troubles de comportement. On trouve une impulsivité, des actes hétéroagressifs, même des conduites psychopathiques. Une autre forme, c'est la schizophrénie pseudo-névrotique. Nombreux symptômes d'allure névrotique. On trouve des formes de pseudo-troubles obsessionnels compulsifs. Des fois, on trouve des phobies, une anxiété associée aux critères de la schizophrénie qui peuvent être relayés au second plan, diagnostic souvent tardif. Donc, ces formes, cette schizophrénie pseudo-névrotique, on trouve qui se manifestent par des formes névrotiques, mais en fait, avec l'évolution, on pose le diagnostic de schizophrénie, vu l'association avec d'autres symptômes qui nous orientent plus vers la schizophrénie. On a la schizophrénie dysthymique, ou ce qu'on appelle maintenant avec la nouvelle classification, le trouble schizoaffectif. C'est quoi? C'est caractérisé par l'importance des éléments chimiques associés, donc épisodes dépressifs et ou maniaques, qui peuvent parfois occuper le premier plan de la symptomatologie. Donc, c'est des schizophrènes à la base, mais qui présentent en même temps que la phase psychotique ou la phase où il y a des symptômes schizophréniques, des symptômes thymiques, ça veut dire une dépression ou bien un épisode maniaque. Et l'évolution, elle est processuelle avec des phases intercritiques souvent de bonne qualité. Donc, c'est par processuel, donc l'évolution, elle est processuelle, mais on a des phases intercritiques entre les phases qui est souvent de bonne qualité. Une autre forme, c'est la schizophrénie résiduelle, qui est forme polysymptomatique, c'est-à-dire peu de symptômes, résultant de l'évolution naturelle ou sous traitement de troubles, avec disparition des éléments délirants et persistance des symptômes négatifs. Donc, c'est une schizophrénie qui on peut dire, bien stabilisée sous traitement, mais néanmoins, il y a quelques petits symptômes qui persistent, ce qu'on appelle la schizophrénie résiduelle. Mais avant de retenir le diagnostic de schizophrénie, il faut bien éliminer certains diagnostics. Donc, pour le diagnostic différentiel,
Devant un délire ou des hallucinations chroniques, il faut éliminer les affections psychiatriques telles que le trouble délirant chronique non schizophrénique, donc le trouble délirant, trouble délire paranoïaque, euh, la psychose hallucinatoire chronique et les paraphrénies. Donc, c'est là où il y a de délire, mais qui est délire systématisé. On a, devant l'absence de dissociation et début tardif, il faut éliminer chez les enfants les psychoses infantiles, dans le début et précoce, la mélancolie ou la manie délirante traînante, où on a des symptômes plus dépressifs avec caractéristiques psychotiques, donc c'est une dépression avec un délire. Autres affections neurologiques telles que les tumeurs cérébrales, les épilepsies, les encéphalites chroniques, les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Huntington, les intoxications au monoxyde de carbone. Et devant les éléments dissociatifs, il faut éliminer un syndrome confusionnel, un syndrome maniaque, des épisodes thymiques avec caractéristiques psychotiques. Des fois, on a des causes iatrogènes telles que les sédatifs. Et il faut, des fois, on a un problème de trouble de la personnalité, tel que la personnalité schizoïde et schizotypique. L'évolution de la schizophrénie, donc sans traitement, l'évolution, elle peut être chronique, avec au son exacerbation aiguë, comme elle peut être subchronique, ou bien après une phase aiguë de plusieurs mois et plusieurs années, on peut avoir une rémission. Sous traitement, on a la quasi-disparition des formes catatoniques avec des phases de rémission de plus en plus longues, de plusieurs années, entrecoupées de rechutes délirantes de quelques semaines à quelques mois. On peut avoir quelques comorbidités à la schizophrénie. Parmi les comorbidités somatiques, on a les maladies cardiovasculaires, on a les infections au HIV, le diabète, l'hépatite C et la maladie hépatique. Et sachant que ces comorbidités peuvent être à l'origine de morts subites chez les schizophrènes qui sont déjà sous traitement, ou des fois il y a des interactions médicamenteuses et qui peuvent donner des morts subites chez ces patients. Il y a d'autres comorbidités qui sont psychiatriques, telles que les troubles anxieux, le trouble de stress post-traumatique, le trouble panique, l'anxiété sociale, le trouble obsessionnel compulsif, les abus d'alcool, abus de toxiques et le tabagisme, sachant toujours que ces comorbidités psychiatriques qui sont à l'origine de la polypharmacothérapie, donc c'est des patients qui ont plusieurs médicaments, plus leurs médicaments antipsychotiques, et ces médicaments qui sont à l'origine et qui ont des effets secondaires sur le plan somatique, avec par exemple le syndrome métabolique, et par la suite, ils développent des hypertensions, de diabète. En fait, c'est un cercle, si on peut dire, vicieux. Donc, on a plusieurs maladies qui nécessitent des traitements et là où le patient a plusieurs chances d'avoir des effets secondaires et de développer d'autres maladies. Comme je vous ai déjà dit, on peut voir ces patients schizophrènes qui n'étaient pas connus comme schizophrènes dans le cadre d'expertise psychiatrique, donc pénale, et pour des actes délictueux. Donc, parmi les aspects médico-légaux de la schizophrénie, on peut les avoir dans les expertises psychiatriques. Donc, c'est des patients qui sont en instance judiciaire suite à un acte délictueux ou criminel. Donc, pour apprécier le lien entre le trouble présenté et l'acte commis, le magistrat fait appel à un psychiatre expert afin de répondre à différentes questions qui permettent au juge de trancher, notamment celles qui déterminent la responsabilité du patient par rapport à l'acte commis. Pour dire, est-ce que le patient, au moment de commettre l'acte, est-ce qu'il était malade ou non, il était schizophrène ou non. Voilà, pour discuter la responsabilité de son acte. On a un autre aspect médico-légal qui est l'hospitalisation d'office. Lorsqu'un patient schizophrène est déclaré irresponsable pénalement, il n'est pas emprisonné pour l'acte commis, mais on l'hospitalise dans un service psychiatrique médico-légal, soit suite à la décision de justice. Un autre aspect médico-légal, c'est la responsabilité civile.
le patient garde sa responsabilité civile malgré son statut malade. Donc, en cas de sévices aux dégâts matériels, il est tenu, lui ou à sa famille, à rembourser la victime. Un autre aspect, la protection des biens. Si la maladie est à l'origine d'une incapacité de gestion des biens, le juge peut désigner un tuteur dont la tâche serait de gérer les biens de patients incapables. Principal directeur de prise en charge de la schizophrénie, on a l'hospitalisation, qui est nécessaire pour réaliser l'évaluation initiale lors de premiers épisodes psychotiques et faciliter la mise en route du traitement. Et ensuite, lors des phases aiguës ou en cas il y a un risque suicidaire. Donc, l'hospitalisation s'impose. Au besoin, on aura recours à une hospitalisation à la demande d'un tierce en cas de refus de patient. Si le patient, bien sûr, c'est des patients qui ne sont pas en phase d'accepter ou bien de décrire ce qui est présente, donc à la demande d'une tierce personne, donc on hospitalise le patient. Exceptionnellement, il sera fait appel à l'hospitalisation d'office en cas de danger pour autrui. S'il y a une réquisition ou bien s'il y a un danger pour autrui ou danger pour lui-même, on a l'hospitalisation d'office. On a vu les indications de l'hospitalisation et sachant que la prise en charge de la schizophrénie, elle est biopsychosociale. Donc, concernant le volet biopharmacologique, donc chimiothérapie, on a les neuroleptiques. On utilise les neuroleptiques ou bien les antipsychotiques qui sont les neuroleptiques de deuxième génération. Donc, l'instauration précoce d'un traitement neuroleptique permet l'atténuation plus rapidement des symptômes schizophréniques et améliore le pronostic de la maladie. On favorise toujours la monothérapie et on favorise les nouveaux neuroleptiques, donc les antipsychotiques, qui sont mieux tolérés sur le plan neurologique. Donc, on commence toujours le traitement en milieu hospitalier et on le poursuit en ambulatoire. Il faut instaurer précocement possible le traitement, débuter par une monothérapie, l'augmentation progressive de la posologie, utiliser toujours la dose minimale efficace qui permet la réduction optimale des symptômes et la meilleure tolérance possible. Il faut une surveillance clinique et biologique de la tolérance et de l'efficacité et des effets secondaires de traitement, bien sûr. Donc, parmi les antipsychotiques ou bien les neuroleptiques de deuxième génération, on a des antipsychotiques incisifs tels que la risperidone, l'olanzapine, l'amisulpride et l'aripiprazole. On a des neuroleptiques, si je vous dis la risperidone, c'est le risperdal, l'olanzapine, c'est le Zyprexa, et l'amisulpride, c'est le Soliant, et l'aripiprazole, c'est la Abilify. Les neuroleptiques ou bien les antipsychotiques sédatifs, on a le Nozinan qui est l'évomépramazine et le Lagactine qui est le chlorpromazine. On a des antipsychotiques désinhibiteurs tels que le Soliant qui est l'amisulpride si on l'utilise à des doses faibles et la risperidone. Et la durée du traitement, elle est au moins 2 ans après un premier épisode psychotique et elle est au moins 5 ans après s'il y a eu d'autres épisodes. Donc, le plus souvent, le traitement sera suivi à vie. Donc, c'est un traitement au long cours. En cas de mauvaise observance, donc si c'est des patients qui ne prennent pas leur traitement régulièrement parce qu'ils ont des effets secondaires ou bien ils n'adhèrent pas au traitement, donc on a recours au traitement neuroleptique à libération prolongée par voie injectable. Donc, c'est des injections qui se font une fois par mois ou bien tous les 15 jours. Ça dépend le neuroleptique à libération prolongée. Par exemple, pour le Risperdal Consta, c'est des injections qui se font tous les 15 jours. L'aldoa décanoise, c'est des injections qui se font toutes les 4 semaines. Et en cas de résistance, s'il n'y a pas de réponse après 4 semaines à une bonne posologie, on change de classe neuroleptique. Et en cas de
deux classes différentes neuroleptiques et on a une résistance et un échec, on aura recours à la clozapine qui est l'Eponex, qui est un neuroleptique. D'autres recours, on a l'électroconvulsivothérapie en cas de résistance aux neuroleptiques et en cas d'intolérance de contre-indication aux neuroleptiques. On peut associer d'autres traitements tels que les anxiolytiques qui peuvent être associés en cas d'anxiété. On a les hypnotiques pour les troubles de sommeil et les thymorégulateurs si on a des symptômes thymiques tels que la dépression ou il y a un épisode maniaque. Le deuxième volet de la prise en charge est le volet psychothérapeutique, qui est en complément au traitement médicamenteux. Les psychothérapies permettent d'améliorer le vécu de la maladie, de favoriser l'insertion sociale et d'améliorer la compliance globale au traitement et de diminuer le nombre de rechutes. Parmi les psychothérapies, on a la psychothérapie de soutien, où le psychiatre est à l'écoute de patients. On a les thérapies comportementales et cognitives à but d'aider le patient à gérer des événements de vie stressants. On a les thérapies familiales, on a les activités physiques et sportives, par exemple l'ergothérapie et la réhabilitation psychosociale et professionnelle. Un autre volet qui a toute son importance, qui est le volet social, donc la sociothérapie, afin d'assurer une prise en charge à 100% pour ces patients qui sont en général en chômage et sans profession. N'oubliez pas les répercussions sociales et professionnelles de la maladie. On leur assure des allocations si les patients sont incapables de travailler et de maintenir autant que possible une insertion professionnelle normale. Pour conclure, la schizophrénie est une affection psychotique chronique qui peut prendre des formes très variées. Elle touche 1% de la population mondiale. Les troubles débutent entre 15 ans et 30 ans et évoluent sur la vie entière. De nombreuses hypothèses existent sur ces causes, mais son origine reste inconnue. Elle peut avoir un impact important sur l'adaptation sociale et entraîner une grande souffrance chez les personnes et ses proches. Et n'oubliez pas, la détection précoce et le traitement précoce améliorent le fonctionnement à long terme.